Le 13 novembre 1974, à 15 heures, le Henri et le Rivière prennent le large. En mer de Chine, au large des côtes du Vietnam, le temps se gâte. Notre radar de veille air dessine sur les écrans une magnifique image de typhon. C'est une spirale lumineuse de plus en plus compacte aux alentours de son centre. L'œil apparaît nettement, bien noir au milieu de toute cette surbrillance. La spirale s'enroule dans le sens anti-horaire et couvre une surface approximative de 60 nautiques de diamètre. Nous nous situons à une cinquantaine de nautiques du centre. Ici la mer s'agite, se creuse, gronde. Le vent qui souffle en rafale roule des vagues blanches d'écume. Le ciel, chargé de gros nuages sombres, déverse une pluie battante. Au plus fort de la perturbation, le chef de division nous place face à la lame, en ligne de front, permettant ainsi au personnel des deux avisos de photographier nos bâtiments respectifs dans la tempête et le nez dans la plume. Environ pour réaliser la manœuvre, notre bâtiment expose un moment son flanc aux éléments déchaînés. Il prend une forte gîte, d'autant plus inquiétante qu'il tarde à se redresser. Du matériel mobile, mal arrimé, rompt ses entraves. Dans un fracas épouvantable, il est alors violemment projeté d'un bord à l'autre du bâtiment. Quand nous sommes face à la lame, à vitesse plutôt élevée, nous subissons un violent tangage. Le bateau plonge profondément son étrage dans la vague. La passerelle est submergée, aveuglée par les paquets de mer. Debout dans l'abri de navigation, je sens le sol qui se dérobe sous mes pieds. Puis, c'est l'écrasement quand l'avant remonte brutalement, dans un mouvement vertical conjugué à des oscillations latérales. J'observe le Rivière au milieu de ce chaos. Sur les crêtes, son étrave, puis sa coque sortent de l'eau jusqu'au tiers de sa quille. À l'inverse, quand il plonge, soulevant deux immenses gerbes d'eau, la plage avant disparaît jusqu'au pied du roof mortier de 305. Les embruns dépassent alors nettement le sommet de son mât, enfermant le bateau dans une sorte de brume éphémère. Accroché à la main courante, je suis ballotté, bousculé et malade. À l'instant, j'envisage de me retirer, mais je résiste, uniquement pour ne rien manquer de ce tableau unique, de cette démonstration de la puissance des éléments, démonstration évidente de la fragilité de nos avisos dans de telles circonstances. Ce cours intermède prend fin quand nous reprenons notre route initiale. Mon estomac retrouve alors toute sa sérénité. Le 19 novembre 1974 à 8 heures, le Henri accoste à Surabaya, seconde ville de l'île indonésienne de Java. Je connais un peu ce port militaire et commercial pour y être passé en avril 1968 avec le Doudar de l'Agré. Il me semble donc plus intéressant de m'inscrire au voyage de 2 jours à Bali, organisé pour nous par le consulat. Il fait encore nuit, le matin du 20 novembre 1974, quand un car nous conduit vers l'aéroport de la ville. L'attente sur place est courte. Nous prenons place, en première classe, à bord d'un bimoteur Fokker 29 de la Garuda Air. Je suis assis au premier rang, côté allée centrale. Devant la porte ouverte de la cabine de pilotage, je ne perds rien de ce qui s'y passe, du décollage et surtout de l'atterrissage à Denpasar, capitale de l'île de Bali. Je vois d'abord dans le lointain les lumières de la ville, puis un alignement de feux, ceux de la piste qui s'approchent de plus en plus vite alors que l'avion semble être encore bien haut. Ce doit être le cas car soudainement l'angle d'approche s'accentue nettement. Au bout de cette descente impressionnante, les lumières défilent devant le pare-brise, puis quelques instants plus tard, le nez de l'appareil se relève, masquant toute vision externe. Le contact avec la terre se fait alors en douceur, un court rebond, et nous roulons sur la piste. Nous quittons l'aéroport après quelques formalités, et en minibus, avec un interprète s'exprimant parfaitement en français, nous roulons vers le Sindhu Beach Hotel, situé loin de Denpasar. Nous y sommes accueillis par une banderole de bienvenue rédigée en anglais. « Welcome French Navy ». Un rafraîchissement nous est offert, puis le personnel nous guide vers nos chambres.
Nous occupons un bungalow construit dans un matériau qui évoque la brique par la forme des éléments assemblés et leurs couleurs. L'entrée donne sur une terrasse en coin, carrelée dans des tons ocre. Un pilier d'angle à chapiteau, en bois massif sculpté, supporte avec les deux murs opposés le plafond et la charpente en porte-à-faux. Un bas-relief représentant deux personnages balinais sur fond végétal couvre la presque totalité de l'un de ces murs. Le mobilier extérieur, composé d'une table basse et de 4 fauteuils, est en rotin, comme le lustre sphérique qui descend du plafond. L'intérieur est vaste et très bien meublé, rien ne manque ici. Confort et agrément caractérisent ce logis qui va nous abriter de nuit durant. Nous sommes aussi en bordure immédiate de la plage et à quelques pas de notre entrée, une piscine entourée de palmiers et d'arbres en floraison n'attend que nous. À peine installés, nous débutons nos visites sur l'île sous la conduite de notre guide. D'abord, il nous fait découvrir un atelier de tissage. Là, de jeunes femmes confectionnent à la main des dentelles et des tapisseries dont certaines décorent la manufacture. Ailleurs, c'est un peintre qui, œuvrant sans chevalet, crée une scène de bain champêtre. Il est assis en tailleur, la toile posée sur ses genoux. Au sein d'une société indonésienne islamisée, les Balinais ont conservé leur religion brahmaniste. Leur société est organisée en castes, un peu comme en Inde. À Bali existe un nombre incalculable de temples, nous dit-on. Les plus remarquables sont prévus sur notre itinéraire, comme le temple impérial où nous faisons un arrêt. C'est un ensemble de constructions curieuses, similaires parfois à des pagodes auxquelles on aurait ajouté des étages de toiture. Construites en dur et en bois, elles reposent sur des piliers et couvrent un espace empierré, sculpté, ouvert sur les 4 côtés. Des monuments, des hôtels et d'autres constructions indéfinissables pour moi se côtoient dans une enceinte fermée par un mur de briques ou de terre séchée. L'accès se fait par un escalier menant à une porte haute flanquée de 2 autres plus petites. L'ensemble est surmonté d'un chapiteau pyramidal massif. Le climat, chaud et humide de Bali favorise la pousse des végétaux qui deviennent vite envahissants. Bien des édifices en sont victimes. Des mousses épaisses recouvrent les pierres, des plantes ou des lianes disloquent les murailles, comme le font aussi les racines des grands arbres. Qu'importe, si l'on fait abstraction d'une destruction qui semble inéluctable, on ne peut que se réjouir en admirant l'association de cette luxuriante végétation et de ces ensembles construits. Une ambiance mystérieuse et envoûtante émane de ces paysages exotiques. Pura Kehen, un autre temple, à flanc de colline, mérite aussi un coup d'œil. Malheureusement, je le traverse au pas de course, sous une averse tropicale. D'aspect, il ressemble au précédent, mais l'étagement des bâtisses sur la pente présente une belle perspective à l'objectif de mon appareil photo détrempé. Les paysages se succèdent entre chaque halte, forêt tropicale, cocoteraies, rivières aux eaux boueuses où l'on se baigne parfois nu, et aussi où on lave le linge. Cependant, ici, ce sont les rizières qui dominent. Elles épousent le relief grâce aux multiples diguettes construites en escalier autour des collines. À Bali, comme à Java, les paysans réalisent 2 récoltes de riz par an, le climat étant favorable à cette céréale. Il n'est pas rare de croiser sur les chemins des femmes portant de lourds paniers sur leur tête, ou encore des processions de villageois se rendant au temple. Femmes et enfants marchent en avant du cortège, avec des offrandes posées elles aussi sur leur tête. D'autres portent au bout de longues perches des sortes d'ombrelles ouvertes ou encore des parapluies de couleur noire. Dans l'une de ces colonnes, un orchestre de gamelans accompagne la marche de la procession. Les instruments, tous à percussion, ont vaguement une forme de couvercle de casserole au bord resserré, avec sur la partie plate une excroissance en demi-sphère. Les plus gros instruments sont suspendus à de longues et grosses perches supportées par les épaules de 2 hommes. Je ne distingue, dans les sons émis par ces instruments, aucune harmonie, pas plus qu'un quelconque rythme.
Cette musique est déconcertante. Notre première journée, fort bien remplie, se termine dans le cadre agréable du restaurant de notre hôtel, devant un repas léger à l'européenne. Après une bonne nuit dans l'air réfrigéré de nos chambres, nous partons assister à une représentation de danse traditionnelle. Les spectacles de ce genre ont toujours lieu sur le parvis d'un temple. Les spectateurs sont placés sous un abri de bois, au niveau du terre-plein où les artistes évoluent. Le premier rang nous étant réservé, nos guides doivent faire évacuer des touristes qui se l'étaient appropriés. Ce détail étant réglé, le ballet débute avec les premiers sons percutants et énigmatiques d'un gamelan composé d'instruments plus diversifiés que ceux observés dans la procession d'hier. Les personnages costumés se succèdent, des humains aux vêtements parfois chatoyants en relation avec le rang du personnage qu'ils interprètent. D'autres sujets déguisés, figurant des animaux comme par exemple le singe, et puis aussi cette créature à écailles, aux longs poils, au masque grimaçant, cet individu c'est Barong. Tous les acteurs s'expriment en mimant des situations plus qu'en dansant. Les expressions faciales ou encore la gestuelle, des mains en particulier, sont autant de moyens destinés à narrer un récit. Je compare la prestation à un opéra sans paroles ni vraie musique. La légende met en scène une princesse enlevée qui, après maintes péripéties, connaît une fin heureuse à sa mésaventure. Après cette longue et intéressante démonstration artistique, les bus nous amènent au nord de l'île, là où les volcans dressent leur sommet, pour l'un d'entre eux à 2100 mètres et pour l'autre, le plus haut, à 3142 mètres. Au mont Batour, en contrebas du promontoire sur lequel on nous dépose, un lac comble partiellement le gigantesque cratère d'un volcan actif. Une de ses rives descend en douceur vers les eaux calmes et bleues. Ailleurs, le rivage est abrupt, évoquant une caldeira. Je ne vois ici aucun signe d'activité volcanique, pourtant on nous assure que le monstre n'est paisible que parce qu'il dort. C'est aussi ici que nous déjeunons, dans l'unique construction du site, un restaurant présentant une carte de plats locaux. L'arrêt suivant nous laisse aussi face à un cratère de grande taille, similaire au premier, à cela près que, depuis son fond de lave noir figé, s'élèvent quelques fumerolles. En début d'après-midi, nous visitons un nouveau temple qui présente la particularité d'abriter une source réputée pour ses eaux curatives. C'est un lieu fréquenté autant par les curistes balinais que par les touristes. Dès l'arrivée, nous sommes assaillis par des enfants qui nous proposent des fruits et tentent de monnayer des prises de photos en costume. La source est captée dans des bassins où vont se baigner les gens de l'île, dévêtus et sans complexe devant les étrangers. Nous devons souper ce soir à l'hôtel, puis assister en nocturne au Ramayana, un autre ballet. Sur le chemin de retour, notre guide nous arrête opportunément au milieu d'une cérémonie. Arrêt imprévu qui nous vaut explication et consigne de sa part. Nous sommes sur les lieux d'un enterrement collectif. Nous ne devons pas nous immiscer dans le déroulement des cérémoniaux. Nous pouvons prendre des photos, d'une manière générale, les Balinais ne s'y opposent pas, mais pour la circonstance, demander l'autorisation serait un geste de politesse et de respect. À Bali, les restes des défunts sont inhumés selon leur caste, dans un emplacement plus ou moins élevé de ce qui tient lieu de cimetière à proximité d'un temple. À cette occasion, les familles érigent des autels, sortes d'estrades couvertes, abondamment décorées, fleuries et garnies d'offrandes. Les représentants du culte dirigent les prières depuis des abris surélevés, construits en branchages et couverts de palmes. Devant eux, les fidèles déposent divers objets et aliments. L'ambiance est recueillie pour les prieurs assis à même le sol, mais aucune tristesse n'apparaît sur les visages. Plus à l'écart, des gamelans se produisent successivement ou simultanément dans un entêtant brouhaha.
Toutes les composantes de la cérémonie, c'est-à-dire ornements multiples, orchestres bruyants, tenues colorées que portent les familles, tout cela évoque plus la fête que l'enterrement tel que nous le concevons en Occident. Le guide nous raconte que pour certaines crémations, le défunt est enfermé dans une statue de bois à l'effigie d'un taureau debout. L'ensemble est placé sur un bûcher, et comme les flancs du taureau se consument plus rapidement que le reste, il n'est pas rare de voir le corps tomber de la statue. Après cette halte improvisée et combien instructive, nous retrouvons notre confortable hôtel. Le repas du soir est pris au restaurant, puis nous réembarquons dans les minibus. La nuit est maintenant tombée et nous sommes assis à proximité du parvis d'un temple. À la lueur des torches, mais aussi grâce à l'éclairage d'un grand chandelier dont les multiples feux viennent d'être allumés par un prêtre respectant un rituel, le Ramayana peut commencer. Le thème de la légende interprétée est similaire à celui du ballet précédent, princesse, roi, méchant, gentil, tous mêlés à une aventure épique. Les costumes sont chamarrés, en particulier ceux que portent les femmes. Leurs accessoires, coiffes et parures sont complexes et l'ensemble est d'un bel effet. Les percussions moins présentes sont remplacées par les sons curieux d'un groupe vocal, lui aussi impliqué dans le scénario puisqu'il représente le peuple des singes. Un simple pagne les habille, il est confectionné dans le tissu traditionnel à carreaux de couleur noire, gris et blanc. Le groupe mime collectivement des situations en rapport avec le déroulement de l'histoire et en synchronisation, il module en amplitude comme en durée des onomatopées assimilables au langage des singes. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'observe toute la soirée, d'un œil attentif et sans lassitude, ce spectacle exotique déconcertant. Nous passons ensuite une dernière nuit à l'hôtel, pour certains après avoir vidé quelques verres à Denpasar. J'ai pour ma part eu le temps d'acheter des cartes postales et quelques babioles, un pendentif à l'effigie de Barong taillé dans la noix d'un coco, ainsi qu'un collier soi-disant confectionné dans de l'ivoire marin. Le lendemain matin, une dernière visite nous conduit dans la forêt sacrée de Sangay. Là où l'on nous dépose se trouve bien entendu un temple. Les murs et les pierres de l'édifice sont envahis par la mousse. L'ensemble est entouré d'arbres au feuillage dense, s'élevant haut et droit vers le ciel. De nombreux singes, gris et fauves, hantent les lieux. Malgré leur petite taille, ils manifestent à l'encontre des géants que nous sommes une agressivité constante, même lorsque nous distribuons les cacahuètes qui nous ont été vendues à l'entrée du site. Ils fouillent les bagages, à leur portée, et chapadent ce qu'ils y trouvent. Comme la forêt qui nous entoure, ces petits monstres sont sacrés et par là même intouchables. Mon séjour à Bali, intense, varié et tellement instructif, me laissera, je crois, des souvenirs enthousiasmés et durables. Des souvenirs matérialisés par quantité de photos que j'espère réussies. Plus tard, de retour à Surabaya, j'emboîte un après-midi le pas à un copain qui cherche à faire l'acquisition d'un ménat, de préférence apte à imiter la voix humaine. Le pouce-pouce que nous choisissons pour nous guider dans cette quête nous conduit aux eaux. Tant pis pour la méprise, soyons opportunistes. Il y a, paraît-il, un varan de Komodo à voir ici, alors tant qu'à faire. L'information était hélas fausse, autrement dit, cette dernière journée à Surabaya est un échec. Le 25 novembre 1974 à 10h, nous appareillons, nous quittons Surabaya. Du 5 décembre 1974 à 6h30, fuseau horaire Lima, au 10 décembre 1974 à 8h, nous faisons escale à Nouméa. Le Henri est amarré au cœur de la ville, dans le nouveau port autonome achevé en mars de cette année. L'Innu est maintenant relié à la pointe Lambert par une jetée. Durant ces quelques jours d'escale, je fais une fois de plus le tour des plages, le tour de la ville,
de l'aquarium dont je ne me lasse pas. Et puis, par le lagon sud, nous quittons un matin la Nouvelle-Calédonie. Le 12 décembre 1974, à 7 heures, fuseau horaire Lima, nous faisons escale à Port Vila, capitale de l'île Effaté et du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides. Le quai où nous passons nos haussières est en pleine nature. Je visite la petite ville le temps d'une journée, guidé par le souvenir des récits du docteur André Brouillard, qui a séjourné ici avec sa famille. Le 14 décembre 1974, à 8 heures, nous reprenons la mer, cette fois pour rejoindre Tahiti. Le 20 décembre 1974, le Henri retrouve son poste à la base marine de Faréouté. Ensuite, nous entrons en indisponibilité pour entretien et réparation, et pour être plus proche des ateliers, nous nous amarrons dans l'enceinte de la DCAN. L'indisponibilité du Henri se termine. Nous avons passé 3 mois à quai, profitant sans réserve de toutes les possibilités que nous ont donné les moyens à notre disposition. La reprise d'activité se fait en douceur au cours de 2 agréables escales. Du 21 mars 1975 à 12 heures whisky, au 23 mars 1975 à 13 heures, nous mouillons à Rangiroa. Du 24 mars 1975 à 15 heures, au 26 mars 1975 à 15 heures, nous sommes à Raiatea, 2 îles que je retrouve avec joie. Du 27 mars 1975 au 6 avril 1975, nous séjournons à Papeete. Peu avant notre arrivée, je suis informé du fait que mon volontariat pour une affectation de courte durée sur les sites est accepté. J'ai postulé d'une part pour vivre au cœur de l'action une expérimentation nucléaire et d'autre part pour échapper aux nombreux jours de mer qui attendent notre aviso. Je ne suis pas fâché non plus d'abandonner mon C-32 aux artilleurs. Les copains me manqueront, mais de toute façon, nos affectations arrivent à leur terme, nous allons tous bientôt rentrer en France. Le 27 avril 1975, la voiture du bord me conduit à l'aéroport de Faro. Un peu plus tard, je prends place dans un DC-6 du commandement opérationnel des transports aériens militaires, le COTAM, à destination de Mururoa.